Bonjour, bienvenue à l'épisode 9 d'OpenLayer. Pour cet épisode, j'ai reçu Martin Laprise, qui est le fondateur de Hectic.ai, une firme de services en sciences des données, puis en machine learning à Québec. On a parlé beaucoup de son parcours, comment il est parti d'étudiant au doctorat en physique jusqu'à aller faire du data scientist pour diverses entreprises. Il a travaillé beaucoup à l'international, mais de Québec quand même, mais il travaille beaucoup d'entreprises dans d'autres pays, beaucoup en remote. Puis on a beaucoup parlé de ça, de différents aspects aussi. Là. Finalement, il s'est retrouvé à un moment donné être CTO d'une entreprise, d'une startup, comment dealer finalement avec les décisions informatiques importantes. Quelqu'un d'extrêmement, ça fait très longtemps qu'il fait ça avec le parcours, c'était vraiment extrêmement intéressant, beaucoup de choses qui ont sorti intéressantes de ça. Puis si vous êtes intéressé par ce qu'il fait aussi, il faut aller voir directement là, hectic.ai. Présentement, il travaille beaucoup de Québec, il a un petit bureau, c'est vraiment intéressant. On a fait ça dans ses bureaux, là, dans le bureau de Co-Sharing Space, là, qui était, j'ai oublié le nom par contre, mais quelque part là, sur Chemin Sainte-Foy. C'était vraiment intéressant. Puis, si vous avez d'autres questions, des commentaires sur le podcast, sur quel invité je vais recevoir, comme je vous dis, je n'hésite pas de m'écrire. Puis, comme vous avez probablement vu, là, j'ai commencé à afficher d'avance les personnes que je reçois pour essayer d'avoir des questions. C'est des choses intéressantes que vous aimeriez demander. Parce que pour la plupart des questions, moi, j'y vais vraiment juste avec le flow de la discussion. Donc, j'essaie d'intégrer vos questions au fur et à mesure qu'on vous m'en donner. Puis ça sort des choses vraiment intéressantes de ça. Puis sinon, j'aimerais remercier mes commanditaires, l'Agile, le Spla, l'Allier et Dotlayer, qui me supportent dans mes activités. Les activités du podcast depuis le début. Puis si vous avez d'autres commentaires, comme je dis, je n'ai pas de m'écrire. Si quelque chose d'autre que vous pensez que je devrais rajouter, si d'autres choses que je devrais faire, allez-y, je suis vraiment ouvert à ça. Puis ça va me faire plaisir de discuter de ça avec vous. Puis sinon, je vous souhaite une bonne écoute. Présenter tout de suite, Martin Laprise. Faire court, là, présentement, tu vas chez Hectic.ai. Hectic.ai, c'est ça. Puis, avant ça, tu as plus fait de la physique. Oui, c'est ça. Moi, dans le fond, là, on est 2019. Moi, j'ai commencé mon doc en physique. Je ne me rappelle plus des dates, là, mais mettons, longtemps. J'ai fait ça pendant 5-6 ans. Vers la fin de mon doc, moi, j'étais plus orienté physique expérimentale, physique, analyse numérique, ce genre de trucs-là. OK. Puis, dans le cadre de mon doc, j'avais beaucoup de simulations sur GPU, ce genre de trucs-là, comment simuler la propagation des impulsions laser dans les fibres optiques, des trucs vraiment spécifiques. OK, fait que beaucoup de la fibre optique à travailler. Ouais, c'est ça. Puis, faire les simulations numériques de ça, j'ai l'intention de fouiller, on parlait tantôt, là, il y a une quantité industrielle, c'est assez temps consumé. Donc, j'avais développé des codes sur GPU, donc tout l'aspect calcul numérique, ça m'intéressait énormément. Mais c'était une époque qui était avant la vague de data science. OK. T'es un scientifique ou t'es un programmeur. T'es un des deux, t'es pas les deux. Là, mais ça m'a toujours intéressé. Fait que c'est plus de la programmation quasiment CUDA, là, finalement. Ouais, c'était vraiment ça. Il n'y avait pas de fin bon couteau, là. Non, c'était CUDA, c'était pas le CUDA direct. Fait que vers la fin de mon doc, j'ai commencé à parler du monde avec une startup en Californie qui s'appelait à l'époque, qui s'appelle encore Brightscope. Eux autres, ce qu'ils faisaient, ils mettaient des ratings sur les 401 Key Plans. Aux États-Unis, le 401 Key Plan, c'est un peu l'équivalent du REER au Québec. Okay. Et chaque compagnie a son fonds d'investissement pour la retraite des employés. Donc, les gens, ils posent leur argent ensemble, puis ils investissent dans des fonds mutuels, puis ça prend de la valeur, puis les gens prennent la retraite. Okay. Mais c'est vraiment isolé à une seule entreprise. Oui, exact. Tandis que maintenant, nous autres, c'est plus une approche comme collective avec une banque. Exact. Il y a des poolings. C'est ma compréhension, parce que moi, j'étais vraiment sur l'aspect plus calcul numérique, là, donc c'est ma compréhension sur des choses. Du produit, là. C'est ça. Mais eux autres, dans le fond, ce qu'ils faisaient, c'est c'était vraiment intéressant, c'est que une des particularités des 401 Key Plans aux États-Unis, c'est que les gens sont obligés de faire des déclarations papier de tous les détails de leur fonds de pension et de leur 401 Key Plan. Okay. Il faut qu'ils soumettent ça au bureau of Labor des États-Unis. Puis c'est quand même assez opaque comme données, mais les propriétaires de Brightscope, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une demande d'accès à l'information, puis ils sont allés chercher les papiers, puis ils ont scrapé les papiers. Bref, il y avait toutes les données relatives à tous les 401 Key Plans aux États-Unis. Puis le but de leur produit, c'était vraiment de faire la simulation de la performance future des plans. OK. Puis ça, c'était des simulations Monte Carlo en quantité industrielle. Oh, classique, l'approche classique. Là. Puis ça prenait énormément de ressources CPU, donc ils cherchaient quelqu'un pour faire tout le back-end et le porter sur GPU dans le fond. Moi, j'ai fait un peu. J'ai travaillé là pendant 7 mois, facile. Directement en Californie ou ici? Non, en fait, je suis allé là-bas.
pendant 2-3 semaines, kickstarter la chose, puis après ça, je te remote ici à Québec, puis le plan c'était de mouver là-bas une fois que je serais prêt. Ça, c'est pas fait. J'étais jamais prêt. Ils m'ont fait de quoi, mais j'étais comme, j'étais pas sûr, j'étais pas prêt encore. C'est quand même spécial comme écosystème là-bas aussi. Là, Mais c'était à San Diego. C'était pas à San Francisco. C'est pas la Silicon Valley là, classique. C'est ça. Mais quand même, tu sais, c'est. C'est un long billet de vie, là. Ouais, c'est loin, j'avais des enfants, c'est comme. Ouais. Il y a des facteurs quand même, là. Ouais, mais c'est une belle startup, tu sais, vraiment au sens classique, là. Disrupter le milieu, puis travailler un peu tout croche. Faire des journées aussi de 15 heures souvent, là, c'est souvent ça. Ouais, c'est ça. C'est assez. Fait que t'es 15 heures tu vas au bureau. T'as 2 heures peut-être t'as fait d'autres choses, mais t'es quand même 15 heures à la même place. Oui, j'étais chez moi, donc c'était moins pire, ouais, mais c'est ça, c'était quand même assez intense, là. Mais j'ai appris énormément, tu sais, c'est vraiment. Fait que, tu sais, à ce moment-là, le terme data scientist n'existait pas vraiment. J'étais comme, ok, ben, je suis un physicien, puis je fais de la programmation numérique, CUDA, pour vous. Puis c'était un trou de mix à l'époque, mais là, après ça, rétrospectivement, je disais, ok, ben, ce que je faisais, c'était du data science. Il y avait une partie simulation numérique des produits financiers, mais il y avait aussi une partie beaucoup, là, jouer dans les bases de données, puis faire des requests, faire des analyses custom pour des clients, ou des trucs comme ça. Le vrai data scientist. Ouais, c'est ça. Puis à l'époque, il n'y avait pas de nom là-dedans. C'était comme, on a besoin de quelqu'un qui joue dans les bases de données puis qui fait des analyses. Tu sais, qui est bon en comparaison statistique, des choses comme ça, puis qui s'arrange avec ça. Exact. Puis, mais non, c'est ça. Puis David Ellison, qui était le CTO à l'époque, il était rendu chez Google, après il était allé chez Google. Puis il est rendu CTO de. C'est quoi la boîte Bird? C'est-tu Bird? La boîte de scooter électrique? Ouais, c'est ça, Bird. Ok. Non, je connais pas ça. Il y a des scooters que tu peux louer un peu partout. Ouais, c'est ça. Des affaires de même, là, Lime. C'est Lime. C'est carrément Lime. Ok, c'est Lime. Ok, c'est Lime. Je me mêle avec Bird. C'est Lime. Ouais. Fait que. Fait que du monde brillant. Mon point, c'est le fun de travailler du monde brillamment, t'apprends énormément. Ouais, effectivement. Mais surtout, c'est quand même plus, finalement, c'est quand même développeur. Finalement, qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu as plus écrit du code, mais avec du data scientist aussi. Là, ouais. Qui a un volet assez présent, mais maintenant, je pense que c'est plus segmenté. Un aspect de développement, qu'est-ce que tu as fait de code, puis un aspect plus relié. À l'époque, c'était tout dans un pain. C'est comme, OK, on est des ingénieurs, puis. On fait tout. C'est ça, tout est bon là-dedans, tout est bon là-dedans. Puis, mais c'est ça, j'ai travaillé là un bout. Puis après ça. J'avais vu à Québec à Bellevue qui startait de quoi? Qui startait une compagnie qui s'appelait Crowdbase à l'époque. Puis, c'est quoi, non? Crowdbase, c'était dur à décrire rétrospectivement, mais disons que c'était un peu un Slack avant le temps. C'est une compagnie où les gens pouvaient mettre leur information de compagnie, poser des questions, échanger. Puis le but, c'était de garder toutes les informations dans un système qui était un peu plus. Finalement, exactement comme Slack, c'est pas. Ouais, mais il n'y avait pas l'aspect chat real-time. C'était plus un async, un genre de core ou un phénomène. Okay. Il y avait une grosse composante au début, NLP, recommandation là-dedans. Donc, c'est ça. Fait qu'Albert, il cherchait quelqu'un de plus machine learning, engineer encore. Fait que j'ai joué comme machine learning engineer. J'ai travaillé là pendant 2 ans, quasiment. Je suis devenu CTO, puis on a eu du fun pas mal. Puis là, j'ai vraiment fait plus. J'ai fait 2 choses. J'ai fait beaucoup de recommandations, plus Carvaccio filtering, ce genre de choses-là, puis un peu d'NLP. Un engin d'extraction de concepts. Parce que le but, c'était vraiment de dire, OK, les gens vont mettre leur contenu dans la plateforme, puis nous, on va détecter ça parle de quoi, c'est quoi les concepts à l'intérieur, puis on va extraire ça automatiquement. Donc, j'ai fait ça, là. Puis maintenant, après ça, mettre en relation, mettons, ces concepts-là pour les associés faire des recommandations. Ouais, c'est ça. Genre, tu risques d'amener aussi ta entreprise parce qu'elle a tel concept. Exact. Genre, toi, tu recherches une information à propos de networking, ben, cette information-là contient du contenu à propos du networking. OK. Donc, ça, c'était le big picture. C'était vraiment. Mais tu sais, c'était très ouvert, on faisait plein de choses. Mais le startup, je pense que c'est un petit peu ça aussi. Souvent. Un startup, c'est souvent ouais, c'est ça. On pivote, comme on dit. Ben, c'est parce que tu sais, tu es dans une ère où est-ce que tu dois définir un produit initialement, tu sais, de définir, tu dis, ben, comment ça va être juste notre boîte. Finalement, tu fais un gros cadre, tu dis, ben, on va travailler là-dedans. Puis au plus, des c'était pas mal ça. On avait un gros sandbox, on s'amusait. Mais tu sais, il y avait un produit très spécifique, mais le produit comme tel n'avait pas changé tant que ça. On n'a pas pivoté comme tel, mais on s'amusait. On essayait d'orienter le produit vers plusieurs types de marchés. On disait plein de trucs. Là. Puis c'est ça. Ça a l'air de quoi des CTO, mettons? Comment? CTO, une startup de même, ça a l'air de quoi? C'est vraiment de. Dans le fond,
le but, c'est souvent les startups, ils veulent setter leur back-end ou l'infrastructure pour que ça scale dans le futur. Ou un autre critère, c'est pour que ça itère rapidement. Okay, comment on va setter tout le back-end sur AWS concrètement pour qu'on puisse déployer rapidement, qu'on puisse monter des bases de données qui sont capables d'avoir la performance qu'on veut. Mais il ne faut pas que ça coûte trop cher, il ne faut pas se mainturer dans le coin, nécessairement d'un point de vue technologique. Donc, toutes ces décisions-là, c'est souvent le CTO qui va prendre ça. Puis souvent, la grosse particularité d'une startup, c'est que le CTO, il est hands-on. Il n'est pas en mode dans son bureau, à prendre des décisions, fait des graphes, des PowerPoints, là, ça ne marche pas de même. C'est le gars en avant qui. Il code aussi bien souvent la solution qu'il a pensée. C'est ça. Fait que, il y avait une grosse partie de même, disons. Ce que je faisais plus, c'est l'aspect data science sur moi-même, plus l'aspect aussi NLP. Puis, c'est sûr, les décisions architecturales du back-end, puis aussi les grosses décisions technologiques, les modèles qu'on va faire. Okay. Donc, c'est ça, j'ai travaillé dans un bon 2 ans. T'as-tu rajouté d'autres choses? Parce que c'est quand même des décisions quand même assez importantes techniques. Maintenant, où est-ce que tu as cherché ton information pour avoir une bonne décision à prendre? C'était pas mal de recherche sur le web. Vraiment, rien d'exotique, là, vraiment. Ouais, c'est ça. C'était vraiment explorer. Puis, tu sais, mais c'est beaucoup. Tu sais, moi, je suis un fan de, oui, lire, mais d'essayer. Tu l'essaies, tu vois. C'est ça, tu peux avoir 2-3 solutions intéressantes, on va les essayer, puis c'est ça. On choisira par finalement l'expérimentation. Ouais, tu sais, comme mettons, OK, on utilise MongoDB, ou à l'époque, c'était Banana. Ouais. Fine, on va l'essayer, tout simplement. Puis on verra que ça. C'est ça, tu l'essayes, ça va marcher, tu t'essaies justement pas de peinturer dans le coin d'un point de vue technologique. Tu te dis, vas-tu gérer tel use case qu'on fait dans le futur, tel use case, ça va-tu scaler? Donc, tu l'essayes. Essayera, puis. Ouais. OK. Donc, mais c'est pas mal ça. Parce qu'il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de livre. Ben, tu sais, c'est sûr que. Je dis ça avec un. Je suis biaisé dans le sens que moi, j'avais étudié quand même pas mal. Moi, j'ai quand même une bonne expérience de lecture, savoir où je cherche l'information. Ouais, c'est ça. Moi, je considère que les cours, j'en ai suivi assez. J'ai fait plein de cours. Ouais, jusqu'au doctorat, c'est long. Mais t'en as 8 à faire après le bac, mais les 8 sont souvent comme, là, j'en ai jusqu'ici. C'est ça. C'est ça, pour mon doc, justement, pour revenir à mon doc, j'avais mis ça sur pause. Je disais, je vais finir ça. Puis, il est sur pause depuis tant. C'est comme un running gag. Mais tu sais aussi, je pense que la formation doctorale aussi, là, du moins comme je la vois, je ne l'ai pas encore vécu, là, ça te permet quand même, c'est juste apprendre, puis juste explore, puis essaie des affaires. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que t'as quand même eu beaucoup d'années à faire ça, puis du moins, ce que je comprends, c'est que ça se transpose dans beaucoup de choses comme ça. Il y a une composante de gestion de projet aussi, où je me dis, OK, ben là, moi, il y a plein d'affaires que je peux faire, mais là, c'est ça que je vais faire. Puis je vais focuser là-dessus, puis je vais m'arranger pour shipper. C'est pas dit de même au doc, là, mais je vais shipper une thèse après. Ce que j'en ai pas fait. Je shipper ma thèse en 3 ans. C'est ça. Pas dans 7 ans. Oui, c'est intéressant ça, mais il faut que je me discipline, que je focus sur tel aspect. Ça va plus me servir dans le futur, je pense. Je pense que les gens, un conseil que j'aurais donné aux gens, c'est qu'ils ne sont pas capables d'avoir un plan de match, comment ils veulent finir leur thèse en 3 ans. C'est particulièrement défini. Ça va prendre plus de temps. Je veux dire, si dans ta tête, tu n'es pas capable de voir toutes les étapes qui vont te mener à la fin, c'est parce qu'il manque une pièce, il manque un puzzle quelque part. Tu ne peux pas dire, OK, je vais voir. On va voir que ça marche. Along the way, ça ne marche pas même. Parce qu'along the way, ça peut être 4-5 ans. C'est ça, puis là, la confusion augmente en général. Plus t'avances. Fait que, faut pas que tu te fies au futur pour prendre cette décision-là. Faut que tu fasses ton plan. C'est sûr que ça peut dévier, là. Au moins, c'est un plan de match. Tu sais, c'est pas mal là, je vais m'arrêter. Tu dois juste comprendre les étapes finalement pour s'en chier aussi. Ou du moins, cerner le sandbox dans lequel tu vas travailler, pour justement t'égarer. Parce que ça, c'est des gros points. Mais c'est sûr que nous, en physique, encore, on a une composante supplémentaire qui est les expérimentations physiques là, dans le lab. Donc, c'est extrêmement temps-consuming. Pas lire de la film, puis jouer avec les oscilloscopes, ça prend du temps. Fait que pour vraiment planifier nos expériences, on ne peut pas en faire infiniment. Ça coûte de quoi, on casse des choses, on les met en tête, c'est vraiment. C'est plus limité. Là. Tandis que quand j'ai fait le move un peu sur data science, machine learning, c'était un peu libérateur parce que on peut faire plein d'expériences, ça coûte rien en guillemets, on casse rien. Oh, tu prends une GPU pendant une journée, c'est comme une quinzaine de piastres, ça sera maintenant. C'est ça, fait, tu peux faire plein d'affaires, tu peux essayer. Ça, je te dis, tu me disais comment qu'on prend nos décisions. Ben, moi, en logiciel, les décisions, je les fais en faisant des expériences parce que ça coûte rien, ça part du temps. Il faut juste être capable d'itérer rapidement, évidemment, mais non, c'est ça.
Parce que ça change tellement vite que c'est vraiment difficile de lire des rules déjà écrits. D'essayer d'acquérir ça. OK. Fait que, non, c'est ça. Fait que j'ai travaillé chez Cloudbase un bon 2 ans. Vers la fin, on avait l'engin que j'avais développé qui était un peu l'engin de vie pour extraire des concepts du texte. Par exemple, j'ai un article sur Pauline Marois. Ça s'est rendu comme aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un peu plus nouveau. L'engin va regarder ça, va dire OK, ça parle de Pauline Marois, puis le Pauline Marois, il est linké à l'entité Pauline Marois sur Wikipédia. Donc, l'engin faisait ça, puis ça le faisait pour le français. Puis là, sur le site, on essayait de vendre la tech du monde, on trouvait ça intéressant. Il y avait une compagnie à New York qui s'appelait Parsley qui faisait un peu l'équivalent à eux, ce qu'il y avait, c'était un peu un Google Analytics, mais pour les gros producteurs de contenu, comme des Nats, des Fox News, ce genre de trucs-là. Puis eux, leur particularité, c'est qu'ils scrapent le contenu. Ils scrapent aussi le contenu en ligne. Donc, ils vont scraper le contenu, ils vont regarder de quoi ça parle. Et ça parle de Barack Obama, par exemple. Puis après, ils vont faire des métriques. Non seulement le nombre de page views, le nombre de uniques par page, mais aussi par topic. Okay. Donc ça, c'était leur produit. Donc, puis eux, je voyais qu'en arrière, ils utilisaient un backend vraiment similaire à ce que moi j'avais fait avec, en français. Donc j'avais essayé de leur vendre la version française de leur engin MRP. Puis ça n'a pas trop marché. De fil en aiguille, ils m'ont dit regarde, ça continue de travailler nous autres. Fait que j'ai dit why not? Fait que j'ai travaillé les autres pendant 4 ans presque. Puis encore même setup. Les autres, la particularité de eux, c'est que c'est une équipe distribuée. Toute l'équipe de serve est à New York, mais tous les ingénieurs sont partout aux États-Unis et en Europe. OK. Chez eux. Fait que tu es déjà habitué avec le paradigme de finalement travailler en remote. Ouais, c'est ça. Moi, c'est quoi que je savais pas quand je les avais approchés au début, mais finalement, ils m'ont dit tu vas rester chez nous là, c'est comme ça que ça marche nous autres. Et j'ai travaillé dans ce setup-là un bon 3 ans, 4 ans. Puis là, j'étais plus. Là, maintenant, ils sont rendus 75-80 employés, je pense. OK, quand même. À l'époque, j'étais le 12e employé. Donc, c'était vraiment un peu early on. OK. J'étais comme le premier data scientist dans le boîte. Il y avait le back-end engineer, front-end engineer, les sales. J'ai cherché justement data scientist, data engineer pour faire plein de trucs. Quand ça s'est transformé de je veux prendre un produit en je t'embauche finalement. Ouais, c'est ça, exact. Puis tu vas le développer à l'interne. Fait que tu vas prendre des idées pareilles. Là. Ouais, fait que. Puis tu sais, le Cloudbase, c'était vraiment intéressant. J'ai eu vraiment du fun. Tu sais, vers la fin, ça s'orientait plus, moins machine learning, moins. Tu sais, c'était moins ma force, plutôt plus du bagage. Puis il y avait plein d'autres compétences. Je dis, je vais le laisser travailler là-dessus. Puis moi, je sentais que j'avais plus à apprendre que sans des thèmes. Moi, j'aime ça. Apprendre tout le temps. Constant learning, ouais. Ouais, c'est ça. Puis avec Parsley, je sentais que c'était une bonne opportunité d'avoir plein de trucs. Là. Fait que, effectivement, j'ai travaillé là un bon 4 ans. Au début, tu sais, c'était une petite start-up, là, encore une fois. Fait que, tu sais, je peux pas dire, OK, moi, je fais du machine learning. Puis ça arrête là. C'est ça, c'est OK, regarde, on a besoin d'un data engineer. Là. C'est ça, là. Genre, la base de données, tu vas monter aussi, là. C'est ça. OK. Puis si tu veux des données fines, il va falloir que tu fasses la Hadoop cluster toi-même. C'est ça, là. C'est ça, là. J'ai fait pas mal de ça. Les premières années et demie, beaucoup de data engineering, comment gérer évidemment, les autres, c'était un gros flux de page view, real-time, qui arrive du web. Quand je suis arrivé, c'était comme 5000 requests par seconde. Quand je suis parti, c'était rendu à 30 000 requests par seconde. C'était c'est du high scale. Puis là, ça, à 30 000, sont processés puis analysés. Là. Ouais, c'est ça. Wow. 30 000, c'est vraiment la fin. Au début, c'était plus 5 000. Puis là, c'était vraiment les page views rentrent live. Puis là, ce qu'il faut, il faut les aggregations en temps réel. OK, ben ça, cette page view-là va à Fox News. Il faut incrémenter les page views de Fox News. Il faut faire incrémenter le nombre de uniques aussi. Donc, ça, le nombre de uniques, c'est une autre affaire. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de unique chez Parsley. C'était juste le nombre d'usagers uniques. OK. Ça a l'air d'un détail, les gens ne savent pas que ça, mais c'est super compliqué de calculer ça en temps réel. Donc, si j'ai 10 000 requests à la seconde, calculer le nombre de page views, c'est pas compliqué. J'ai juste à incrémenter un chiffre live dans le cloud. C'est relativement facile, mais faire l'agrégation de unique, c'est compliqué parce qu'il faut garder en mémoire tout le nombre de user ID. OK, celui-là, on ne l'a jamais vu. Donc, il Ouais, c'est ça. Puis là, si tu veux faire, OK, ben là, tu dis, OK, j'ai 1 million de uniques pour tel site, c'est quoi le breakdown par article, par article? Ben là, encore là, c'est plus compliqué que juste faire une sommation. Donc, la plupart des bases de données sont pas équipées de faire ce genre de trucs-là. OK. Donc, mes premiers mandats là-bas, c'est de faire le back-end des uniques, justement. Puis comment, mettons, on implémente ce genre de problématique-là? C'est une bonne question. Il y a ce qu'on appelle des sketch algorithms. Il y a des méthodes genre hyperloglog. C'est des méthodes approximatives pour calculer le nombre de uniques sur un stream.
Donc, c'est purement statistique, là. C'est au lieu de. Parce que la version naïve de calculer un nombre de uniques, ça va dire, OK, ben regarde, je reçois un UID, je le mets dans un set en Python, par exemple. Puis, je regarde si le unique est dans le set. S'il n'est pas dans le set, je remonte mon nombre de uniques, puis, ou je score le set. Mais c'est vraiment naïf parce que le set va grossir infiniment. Mémoire. Puis après ça, si je veux comparer le nombre de uniques entre deux articles, là, c'est vraiment compliqué parce qu'il faut que je store le set au complet dans son scale, pas partout. Donc, puis le Hyperloglog, c'est une solution super ingénieuse pour ça. Donc, j'en vais pas dans les détails, mais typiquement, tu regardes, tu vas hasher le UID, puis tu vas compter le nombre de fois que tu vas voir des séquences de zéro consécutives. Donc, dans le hash? Dans le hash, ouais. Okay. Puis le rational en arrière de ça, c'est que si moi, je flippe un coin, par exemple, excusez, là, ici, je tire au sort avec un 25 sous. Je vais avoir des zéros, je vais avoir des 1, pile ou face. Le nombre de fois que je vais avoir un nombre de faces consécutives, c'est très rare. Par exemple, si tu tires à pile ou face pendant 1000 fois, tu ne verras pas 100 zéros consécutifs. Non, c'est ça. La erreur est extrêmement faible. Ouais. Mais ces probabilités augmentent avec le nombre de flips. Donc, plus je flippe longtemps, plus je risque d'avoir des séquences de zéros élevées. Donc, toute la méthode Hyperloglog est basée sur ce concept-là. Okay. Donc, c'est vraiment résumé très rapidement, mais c'est vraiment élégant. Puis on peut définir l'Hyperloglog de façon où on dit, OK, ben regarde, c'est ça, Hyperloglog, il va prendre une dimension finie en mémoire, puis il va approximer le nombre de uniques dans le backend avec une erreur de 3% ou 4% ou 10%. On peut le définir à l'avance, puis ça va setter la grosseur du Hyperloglog puis sa vitesse d'exécution. Okay. Ça scale presque infiniment. Puis aujourd'hui, dans Elasticsearch, BigQuery, il y a toujours une fonction de approximate unique. C'est basé sur le Hyperloglog. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc, il a fallu le faire nous-mêmes. Puis moi, je l'ai fait moi-même, puis on l'a implémenté dans mon GoDB. Puis ça a été notre backend pendant 2 ans comme ça. Je suis encore move à Elasticsearch. Il l'avait déjà implémenté, il l'avait rappelé. Ouais, il y a tout un Java, puis tout bien fait. Mais c'est ça. Donc, tu sais, ça illustre le fait que, oui, il y avait du machine learning, des affaires intéressantes à faire, mais des fois, il y a des problèmes super concrets. Ouais, il y a plus de mathématiques quand même aussi, puis d'applications complètes. Ouais, puis, fait que j'ai fait ça un bout, puis aussi, il y avait une grosse composante, tout le Hadoop cluster, il n'y avait pas vraiment d'expertise en interne pour faire ça, donc j'ai un peu monté le backend Hadoop à l'interne. À l'époque, il n'y avait pas de Spark, ces choses-là, c'était vraiment plus Hadoop, puis Apache Spark, puis Apache Pig, puis ce genre d'outils-là. Donc, j'ai fait ça, vraiment. Puis aussi, il y avait évidemment des analyses plus data science classiques pour des gros clients, comme des NAS. Ils veulent répondre à des questions vraiment spécifiques avec leurs données, mais ils n'ont pas nécessairement l'expertise en interne pour le faire. Moi, je faisais plus d'analyses pour analyser, c'est quoi les topics les sujets les plus en demande, c'est quoi les articles qui ont plus d'impact sur la performance du site en général. Plein de trucs comme ça. Donc ça, c'est un aspect. Il y avait aussi un autre aspect de la recommandation, évidemment. Une des particularités de Parse.ly, c'est que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont traquer le contenu. Ils vont aussi scraper le contenu, par exemple Fox News ou Ars Technica, par exemple. Ars Technica, c'était un des clients de Parse.ly. Puis une fois que nous, on a le contenu de Ars Technica, on est en mesure de faire la recommandation aux users. Donc, on prend le contenu, on va le digérer, on a créé un API parce que Ars Technica vont dire, OK, ben là, moi j'ai un user, je vais lui recommander du contenu, qu'est-ce que tu recommandes? On prend une ça, on leur donne le résultat, il y a l'API. Puis encore aujourd'hui, je pense que si tu en vas dans le bas de la page de Ars Technica, le widget de recommandation, c'est Parse.ly qui est en arrière de ça. Donc là, c'était du MLP. Il y avait plusieurs stratégies. Il y avait du nearest neighbor, ce genre de trucs-là, plus item to item. Puis il y avait aussi des stratégies plus tournées autour du user comme tel. Donc on va traquer ce que chacun des users va regarder. Puis on va faire un profil noyé de ce que lui aime. Ouais, puis c'est ça, la recommandation à partir de là. Donc ça, c'était vraiment une partie des intéressants. Donc c'est ça. Donc c'était vraiment autour de ces 3 grands axes-là. Puis il y avait aussi plus une vision à long terme qui était de leverager un peu le contenu de l'ensemble du réseau de Parse.ly qui était, à l'époque, c'était quasiment 500 gros publishers en ligne. Tu parles des recommandations entre les chaînes? Non, pas nécessairement, mais d'offrir un produit qui en quelque sorte,
donne des trims dans l'ensemble du réseau. Ces trims-là, on les offre à tout le monde, de façon anonyme, évidemment. Ouais, ok. Comme mettons, dans les 500 publishers, il y en a 350 qui vont dans ce sens-là, ben on doit vraiment dans les ça, mettons. Fait que mettons, comme présentement, c'est l'élection au Canada, probablement c'est le jeune le plus présent au Canada. Exact. Okay. C'est une très bonne analogie parce que les élections, c'est une grosse obsession des publishers. On faisait souvent des analyses custom pour des journalistes, comme par exemple le Wall Street Journal nous demandait, OK, c'est qui entre Donald Trump et Clinton qui a le plus de page views en général dans la network. On faisait des analyses pour eux dans ce sens-là. Donc, ça impliquait de la zone LP, pour savoir chaque article, est-ce que cet article-là parle de Donald Trump ou non, est-ce que c'est le même topic ou non. Puis après, on pouvait faire un breakdown du nombre de page views par candidat, on fait des analyses dans ce sens-là. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui avait beaucoup de traction avec les journalistes. Ils aiment ça avoir des données dans le genre. C'est un peu inédit aussi, parce qu'ils n'ont pas les ressources pour le faire, puis c'est vraiment tout quelque chose qui existe. Ben, qui font les dataset qui existe au web, que tu vois, genre StatCan, donne-moi ça, là, tu sais. Exact. Ou peu importe l'organisme là-bas qui fait ça. Ouais. Fait que ça, on a fait ça beaucoup. Puis tellement qu'à un moment donné, on voulait productiser cet aspect-là. On a travaillé un peu là-dessus. Puis là, moi, j'ai pas eu la chance de travailler là-dessus. Mais là, présentement, c'est un produit qui existe, qui s'appelle Parsley Segment. Pas Segment, Parsley Current. Okay. Qui est exactement ça. Qui est une espèce d'analyse à vol d'oiseau de l'ensemble du réseau de Parsley. Qui donne un peu des cues sur c'est quoi que les gens parlent présentement. C'est quoi la donnée. C'est quoi qui est trendy, c'est ça. Okay. Donc, puis un peu, c'est un peu de rendre ce service-là qu'on faisait pour eux, mais un peu self-serve. Ils font même, la personne va payer, elle va pouvoir faire des coups de main dans le système. Donc, comme de query la base de données finalement, puis dire, hey, mon nom, genre, fantastique, c'est quel statistique, non, on va savoir. Quel statistique about tel user, pas le user, mais quel topic, par exemple. Puis là, par exemple, les élections américaines arrivent, donc il y a une grosse composition. Ouais, c'est sûr il y a un dashboard qui montre que chacun des candidats, c'est quoi le nombre de PQ. Parce que ça, c'était une grosse. Justement, à l'époque de Trump, c'était une grosse obsession des gens. Ils disaient, nous, on le voyait, on le voyait en premier lieu dans notre système. Les articles de Trump avaient énormément de pages, mais c'était juste un outlier complet. On était un peu confus à propos de ça, on ne comprenait pas trop. Puis beaucoup plus tard, il y a des analyses qui sont sorties qui ont montré que la couverture médiatique que Trump a bénéficié pendant ses élections 2016 valait des milliards de dollars. Pas que lui a payé. Pour payer ça, genre, on lui a donné la chose gratuite. C'est ça, il l'a eu gratuitement. Puis le New York Times a fait la preuve qu'il a bénéficié de ça énormément dans le cadre de ses élections. Puis nous, c'est quoi qu'on voyait à même dans nos données. C'est à corroboration. Oui, on le voyait partout. Il y a eu Cambridge Analytica aussi, finalement, on s'est rendu compte suite à ça qu'il n'a pas juste bénéficié, genre, il a quand même payé aussi pour des services d'avoir vraiment de spotter les gens qui étaient propices à voter, qui étaient certains de voter pour qui, puis ils les ont pigné jusqu'à temps qu'ils fassent un vote pour le bon sens selon eux autres, tu sais. Ouais. Qui est quand même, qui est majeur, on a vu, comme la puissance du data science level. Mal utilisé. Mal utilisé, mais à un extrême. Le premier, ça a été Brexit, là, finalement. Je sais pas si c'était. Le premier, les gens ne savent pas, mais Barack Obama a fait ça beaucoup. Dans cette élection? Oui, il a exploité la puissance des réseaux sociaux. Puis faire quasiment la même genre d'analyse de OK, c'est quoi nos segments, comment on peut rejoindre chaque segment, puis utiliser Facebook beaucoup pour faire ça. Puis c'est quoi qu'eux-mêmes ont fait beaucoup, là. Mais ils l'ont fait d'une façon peut-être un peu plus modérée, un peu plus critique, là. Ouais. Peut-être moins pour aller exploiter les parts des gens, ce genre de trucs-là. Ouais, finalement, que c'est plus fait avec Trump, là, que c'était beaucoup de la part des gens. Ouais, c'est ça. Tandis que Barack Obama, je pense que c'était plus pour vendre son idée. Il y avait quand même une vision plus. Ben là, je ne rentre pas en politique, là, mais je pense qu'il y avait une vision, puis il essayait plus de vendre sa vision spécifique, et il essayait pas juste de. Plutôt que le mur ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, mais ça a vraiment été une des premières équipes qui a leveragé ça. Puis les gens, par exemple, les gens qui ont fait le A/B testing pour l'équipe d'Obama, après ça, ils ont créé Optimizely, qui est rendu une plateforme maintenant rendu vraiment connu pour faire du A/B testing. Donc, ils ont appris beaucoup de ça. Puis ils sont allés à exploiter ce genre de commerce là, sont c'est ça. Puis Optimizely, c'est une business coding, puis il y a des choses legit et éthiques à faire avec ça. Oui, définitivement, c'est ça. Mais c'est un point, on peut en parler un peu d'éthique. Mettons, ce serait quoi l'approche éthique que tu penses? Puis qu'est-ce qui t'a. T'es d'un premier, on peut dire quand même, que tu travailles là-dedans alors que c'était pas vraiment défini. Qu'est-ce, mettons, qui, au courant de ta carrière, t'a rattaché à une forme d'éthique? C'est une bonne question. Si c'est quelque chose que tu as déjà eu comme réflexion, là, je pense que c'est une question profonde, là. C'est ça. Philosophique aussi, peut-être. Ouais, j'ai été chanceux parce que dans le fond, quand j'ai travaillé par exemple pour Parsley, Andrew Montalenti, qui était le CTO, il était vraiment quelqu'un avec un fond
était vraiment robuste, là, que je pourrais dire. Il n'était pas du genre à prendre un client juste parce que le client payait bien. OK. Il y avait des grosses questions. Qu'est-ce qu'on va. Est-ce qu'on va encourager ce genre de publications-là? Parce qu'il y a des publications en ligne un peu merdiques en Europe. Ouais, le web, c'est n'importe qui veut parler. Là. C'est ça, donc il y en a qui ont de l'argent, donc ils sont prêts à payer pour que tu vas quand même leur etc. Mais, moi, personnellement, c'est jamais des trucs. J'ai jamais eu à prendre des décisions vraiment dures à ce niveau-là. C'était toujours évident. C'était comme. Est-ce que moi, c'est ça? Est-ce que moi, ça me tente de faire ça dans mes journées? Si la réponse c'est non, ben, tu sais, c'est. Il est plus allé par des intérêts personnels exactement. Ouais, des valeurs. Est-ce que je me verrais faire ça 40 heures dans une semaine? Exact. Tu sais, ça, c'est tout du contenu que moi, je recommanderais à ma fille de 5 ans. Si c'est non, je veux dire, il y a un marché différent, mais je veux dire, en général, il y a du contenu que tu ne vois pas à qui ça peut profiter, là, normalement. Ou c'est trop comme éloigné de tes valeurs, tu es comme, je peux pas croire que ça se recommande vraiment, tu sais. Mais j'ai pas eu vraiment. Honnêtement, j'ai eu à faire des gros sinon tu dans le genre. Ça a toujours été de façon pas mal organique. OK. Mais non, c'est ça. Rien de spécifique. C'est sûr que c'est ça, en contenu en ligne, il y a des gens qui tracent la ligne où ce que, par exemple, ce qui a été très 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 populaire, ce que les gens ne savent pas, mais la naissance de ce qu'on appelle data science, ça vient des pubs en ligne. Tu sais, Google. Oh, il y a l'argent à faire. Là. C'est ça, quand ils ont fait leur système, leur back-end, ils faisaient des décisions statistiques, ils faisaient des données statistiques. Et la raison pour laquelle ils faisaient ça, c'est parce que quand ils vendaient des pubs, ils récupéraient leur argent immédiatement. Tu sais, c'était quelque chose qui était facilement démontrable, la valeur de ça. Donc, tu sais, la pub, il y a des gens qui mettent la ligne, il y a des gens qui ne veulent pas faire de pub, disons, nous, le musée d'Arnett, ça ne me tente pas. Mais il y a différentes pubs, il y a différentes façons de faire de faire des systèmes de pub. Il y a des façons qui sont éthiques, il y a des façons qui ne sont pas. Il y a la pub qui ressemble quasiment à la recommandation de contenu. Au final, si c'est une publicité qui est vraiment relevant pour un user, puis tu vas lui recommander ça, au final, tu recommandes du contenu. Donc, tu sais, il y a vraiment différentes façons de voir ça. Donc, ça reste défendable. Des fois, c'est juste la fréquence aussi. Là, quand toutes tes pages YouTube, puis qu'il y a 5 minutes de pub avant, ou que tu veux juste aller lire un article de 30 secondes, puis que tu as 3 pubs à chaque coin. Là. Ouais, c'est ça. Peut-être, je sais pas si c'est plus ça qui est dérangeant, mais en soi, tu as raison. Effectivement, des fois, tu recommandes peut-être du contenu pertinent pour un utilisateur. Il y a des pubs, moi, je vois, c'est cool, c'est cool, ça répond à un besoin que j'ai. Puis, tu sais, je pense que ce que les gens se sont rendus compte justement avec Trump et toute la folie autour de la Russie, c'est que de recommander du contenu pour des produits, c'est une chose, des pubs pour des produits, c'est une chose, mais c'est quasiment inoffensif là, par rapport à ce que tu peux faire dans d'autres domaines, par exemple, biaiser l'opinion des gens avec des articles douteux, les sources un peu. Hein. Donc, je pense que ça a beaucoup plus d'impact, ce genre de truc-là. Ce que les gens consomment comme médias, en quoi ça affecte leur dessin tous les jours. C'est quoi qu'on leur présente? C'est-tu une information de qualité? C'est-tu de la propagande? Donc ça c'est vraiment une chose. Ça, c'est quoi que moi, je ferais jamais. Il y en a qui... ça leur dérange pas. Les autres, c'est comme c'est l'optimisation. Mais moi, faire de la pub au centre classique, j'ai vraiment aucun problème avec ça. Mais de biaiser l'opinion des gens juste pour avoir plus d'argent ou plus de votes, c'est vraiment utile. Mais disons, c'est ça. Mais je pense que la beauté des problèmes qu'il y a eu avec, justement, récemment avec Cambridge Analytica, ce genre de trucs-là, c'est que les gens sont plus au courant de ce que tu peux faire à ce niveau-là. Avant, les gens étaient un peu naïfs. Ils ne savaient même pas que ça existait. Ouais, puis je pense que ça en a fait sortir d'autres aussi. Hein, il y a des trucs intéressants qui sont sortis. Mais c'est sûr que moi, j'ai l'impression d'être plus connecté sur ça, étant donné que c'est un peu plus mon univers. Mais il y a des trucs, tu ne trouves pas des centres d'achat maintenant qui filment ton visage pour voir les personnes qui viennent. Ben, ça, c'est une autre chose que moi, je suis un peu misère avec ça. Moi, présentement, quand je rentre, c'est surtout finalement les maps là, que tu peux aller voir, là, c'est là qu'ils filment. Moi, je ne me mets pas ma face dedans. C'est ça. Ça a l'air freak, mais c'est quelque chose comme, j'adore pas à ça. Les Facebook, tu prends une photo de toi puis ils te rendent plus vieux. Mais tu sais, c'est une portion de la tassette là, qui fait. Ils font tellement du label des gars, puis ça, tu regardes. Puis tu leur donnes gratuitement, ça vaut de l'argent, tu sais. Je pense qu'il y a un peu que, présentement, il y a de plus en plus aussi, là, avec tout ce qui est le blockchain, des technologies comme ça, qui essaient de donner le pouvoir des données aux gens, finalement, que tu sois propriétaire des données. Je pense qu'il y a de plus en plus des choses qui vont rentrer en conflit, puis tranquillement, ça va aller, on l'a vu avec des jardins, un breach de sécurité sur des données.
j'ose espérer que les gens vont être plus consciencieux de ça, puis qu'ils vont faire attention de plus en plus à leur donner, puis la sécurité, tout ça, puis les informations, est-ce qui est collecté, comment est collecté, puis pourquoi est collecté aussi. Il y avait un meme qui était sur Internet qui disait en sécurité, on a un problème, c'est qu'il faut montrer aux gens qu'il faut développer des systèmes pour empêcher de partager des informations que les gens veulent partager. Parce que les gens, ils font deux, les gens sont naïfs, ils ne savent pas qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Oui, ils vont le mettre eux-mêmes en ligne, ils vont se labeler eux-mêmes. Oui, Facebook, ils ont ça, ils font du tagging, non, c'est les noms des photos. C'est ça, non, mais il y a aussi, pour eux autres, l'indexage des photos. Oui. Ils ont un gros algorithme, à un moment donné, on a vu c'était quoi l'indexage. C'est effrayant comment c'était bon, là. Même, là, t'es comme, c'est exactement ça la photo de description. Mais c'est. Et quand t'as du label data en dessous, c'est ça, là. Tu y vas à fond, là. Mais là, ils ont sorti dernièrement un dataset, justement, avec deepfake, et les vidéos comme ça, les photos comme ça. Ils ont sorti un gros dataset pour, justement, essayer de trouver un moyen de combattre deepfake. D'être capable d'identifier des photos qui ont été altérées par un ordinateur. C'est quand même intéressant que. C'est le groupe de Yann Lequin, je pense que c'est ça. Oui, exactement, c'est ça. Puis finalement, c'est ouvert à la communauté avec les universités aussi, entre autres. C'est intéressant de voir quand même que le privé soit d'une certaine façon concerned par rapport à ça, de se dire, ben là, c'est parce que les news de ça, c'est la vidéo d'Obama, là, qui sont faux discours finalement, c'est quand même effrayant. C'est sûr probablement qu'ils ont mis la quantité maximale du modèle là-dedans. Ils ont dû probablement le fine-tuner exactement pour lui, parce que quand tu regardes d'autres vidéos qui sont pas fine-tunées, qui sont faites live, tu t'en rends compte assez rapidement que c'est fake. Ouais. Tu vois qu'il y a des ça montre la trajectoire de ce que ça peut faire. Exactement. C'est quoi que ça pourrait faire en, mettons, à pleine capacité. Là, les gens, des fois, les gens s'imaginent des choses plus sophistiquées que ça l'est en réalité. Tu peux faire des choses aussi avec ça qui ont l'air banales. Par exemple, tu peux créer du contenu. Par exemple, une fois, il y avait un article sur c'était Wire Magazine qui montrait le contenu un peu douteux que sur YouTube. Aussi, par exemple, du contenu pour enfants. Parce que les gens qui ont eu des enfants, ils vont savoir que des fois, si tu mets l'enfant dans la télé, il va rester infiniment. Là. Je dis, on dira pas, OK, bon, j'en ai assez, je m'en vais. Puis si tu mets devant YouTube, là, puis que YouTube, il y a une playlist automatique qui montre du contenu automatisé, là, qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a pas de fin. C'est vraiment nocif. Là. Puis si tu mets l'incentive aux gens, en plus, tu les payes. Tu payes les producteurs de contenu pour montrer du stock à tes enfants. Ils vont générer du stock aléatoire, ils vont mettre ça en ligne. Donc, des fois, c'est des banalités dans le genre. C'est pas nécessairement de la propagande, proprement dit. Ils vont pas essayer des genres de propagande nazie nécessairement. Ton enfant, il vient de montrer du garbage juste pour faire de l'argent. Dans mes yeux, c'est quasiment pire que de faire de la propagande. Effectivement. Donc, ça, c'est pourquoi que les gens ont plus souvent conscience. Hein. Mais, on a fait une grosse vérification sur l'éthique qui est bon. Pour revenir maintenant à ton parcours, là, on est rendu. J'imagine que tu es pas mal rendu au bord, que là, tu as changé. Oui, c'est ça. Je suis parti, j'étais là 3 ans, 4 ans. Après ça, j'ai travaillé pour une boîte à Londres qui s'appelait à l'époque. En fait, c'est une boîte qui faisait qui avait 2 startups incubées, qui était un peu un genre d'incubateur de startups. Okay. Il y avait une startup qui s'appelait Cloud, puis une autre qui s'appelait Football Whisper. Maintenant, ça s'appelle 23 Sport. Donc, eux, ils cherchaient un data scientist. Ils m'ont contacté out of the blue. Ils m'ont présenté leur projet, je trouvais ça intéressant. J'ai travaillé là 2 ans avec Karen, qui était le CTO. J'ai fait 2 trucs là. J'ai travaillé plus sur l'aspect plus un peu analyse de graphes, analyse de données pour la plateforme Cloud. Une plateforme Cloud, c'était comme une app, ça n'existait plus, c'était une app qui fait un peu du social monitoring pour les gros brands. Par exemple, je m'appelle Volkswagen et je vais monitorer mon brand en ligne pour savoir qu'est-ce qui se passe avec mon brand. Ah, ok, genre mettons les hashtags sur toutes les mentions de mon brand dans le contenu, dans le contenu des articles, dans le contenu des social networks. Donc, je faisais ça. On se splitait pas dans un feed complet de Twitter, Facebook. Et toutes les news, pas toutes les news, mais la news des gros producteurs de contenu. OK. Donc, là, il y avait une petite composante de NLP, évidemment, de savoir, OK, est-ce que mon entreprise a été nommée, dans quel contexte, sentiment analysis, ce genre de trucs-là, classique. Puis il y avait aussi une analyse de graphe plus de mettre en relation ensemble tous les gens qui ont parlé de mon brand, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi la relation entre eux, etc. Donc, ça, c'était la plateforme Cloud qu'on a développée. J'ai fait ça pendant le bout, mais finalement, le tour qu'on a développé, c'est
il a été acheté par la compagnie, puis maintenant il l'utilise en interne. Donc, c'est pas quoi qui est public, là, c'est vraiment une plateforme où ils vont faire la veille pour des gros brands. Donc, tu paierais pour. Ouais, pour exemple, Costa Coffee en Angleterre, ils vont payer cette boîte-là. Puis eux autres vont monitorer, puis ils utilisent ces taux-là. OK. Donc, c'est quoi qu'on a fait. Avant ça, j'ai travaillé un quasiment avec 23, qui était à l'époque Football Whisper, que là, c'était vraiment de monter le team de data science pour tout ce qui était modèle statistique, modèle de machine learning appliqué au sport. Donc, le modèle d'affaires de 23, c'est de développer des composantes. Là, c'était vraiment centré autour du football, du soccer, comme on dit ici. En Angleterre, le football, c'est énorme. C'est plus gros que le Super Bowl ici, c'est amateur. Oui, c'est vraiment énorme. Puis, ce qui est particulier, c'est que les Européens ont un appétit particulièrement intense pour tout ce qui est statistique par rapport au sport. Les modèles statistiques, les prévisions, ce genre de trucs-là. Puis, je pense que c'est relié indirectement au fait que les paris sportifs sont légaux. Donc, les gens ils ont un incitatif à essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer. Pour essayer de faire des paris. Oui, c'est ça. Donc, c'est une culture qui est très, très, très développée, surtout en soccer et en football. Okay. Donc, le produit qu'on a développé, nous, c'est vraiment de faire ce que moi j'appelais des building blocks d'analyse de ce genre-là. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est plein de modèles spécifiques qui répondaient à différentes questions. Puis, les clients, typiquement, c'est des compagnies comme ESPN. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est de l'analytique pour le sport, mais ils n'ont pas nécessairement l'expertise in-house pour faire ça. Donc, après chaque match, on gérait toutes les données par rapport à chaque match. On faisait des statistiques de plusieurs trucs. Par exemple, le modèle expected goal, le modèle de performance d'un joueur, plein de trucs dans ce genre, le forecast de la saison complète. Donc, c'était plus il y avait deux composants. Il y avait l'aspect de monter le back-end comme tel pour faire les analyses. Puis, il y avait aussi de développer les modèles statistiques custom pour les produits. Puis, il y avait aussi des modèles de machine learning pour des choses plus exotiques. Donc, c'est pas mal ça. Donc, on a bâti l'équipe. Puis là, ça va bien. c'est vraiment c'est un beau produit. Je pense qu'on est en train de. Tu as bien vu avec ça? Oui, ça va bien. Surtout sur un marché, c'est sûr qu'il y a beaucoup de chiffres sur le sport, ça n'a pas de sens quand tu peux collecter des data. Oui, c'est ça qui est intéressant. Moi, je ne suis pas un fan de soccer pantoute du tout. Là. Je connaissais vraiment pas ça. Mais c'est tellement des belles données là, que c'est vraiment agréable de jouer avec ça. À la fin de chaque match, les gens peut-être qu'ils ne savent pas, mais à la fin de chaque match, dans n'importe quel match de soccer dans le monde, Opta, qui est une compagnie à Londres, ils vont récolter toutes les statistiques par rapport au match. Puis on parle du on-the-ball event, tous les éléments reliés à la passe, la position sur le pitch. Qui a fait une passe. Oh, wow, qui est aussi direct. Donc, pour chacun des matchs, on avait 2000 et 3000 événements par match, qui étaient vraiment des événements qui suivent le ballon sur le pitch. Il y a quand même des granulaires dans à quel point le joueur a été productif pendant un match. Exact, tu peux faire plein d'affaires. Puis c'est des données qui sont clean, qui ont été cleanées par les gens après chaque match. Soit ça, nous, on avait un fil constant de tout ça, de tous les matchs en Europe. Donc, on peut faire énormément d'affaires. Il y a beaucoup de matchs en plus, ça, je pense. Oui, il y a plusieurs ligues, puis il y a plusieurs trucs. Donc, il y a un des premiers modèles qu'on a fait, c'est un modèle de performance des joueurs. Savoir, parce que c'est à la banane, mais quel joueur est le plus performant, a plus d'impact dans une équipe. Si tu lui comptes plus de points, ben, pas nécessairement. Il y a des joueurs qui sont pas des strikers, nécessairement, qui sont plus défensifs, qui vont contribuer en sorte que l'équipe gagne, mais comment on quantifie la contribution de chaque joueur, puis comment on peut faire un modèle qui donne un chiffre, parce qu'il y avait quand même une demande sur le marché pour avoir, concrètement, c'est un widget qui dit, OK, tel joueur, c'est ça sa performance, puis c'est comme ça qu'il se fait par rapport aux autres. Ça a l'air banal, mais les gens ne veulent pas consommer nécessairement 10 métriques, ils veulent un chiffre. Ils veulent avoir un résultat. Puis... C'est ça, donc le modèle c'était de quantifier la performance de chaque joueur, mais sur un même pied d'égalité, peu importe la ligne en Europe. Donc, ça, c'est un modèle statistique qu'on a fait. Puis là, il y avait un point intéressant avec ça, c'était, évidemment, il y a Premier League, il y a la Liga, nous, on couvrait typiquement 5 lignes majeures, la Ligue de France. Puis, ces ligues-là n'ont pas le même niveau. Donc, si un joueur performe bien dans une ligue, oui, c'est le meilleur joueur de la Ligue de France, mais est-ce que c'est vraiment le meilleur joueur globalement? Étant donné que la Ligue de France, c'est pas la meilleure. Dans une autre ligue, mettons. Donc, il y avait une calibration interligue à faire. Donc, on a fait un modèle Bayesian pour faire la calibration interligue. Ça, c'est quoi qu'il y
nous, on n'avait jamais vu vraiment, là, nulle part. Donc, Fait que t'es capable de prendre une métrique, mettons, d'un, d'appliquer le modèle Bayésien, de le rendre dans un autre, tu dis, ben, il serait sur moi à peu près là. c'est ça, puis le but, c'est d'avoir un chiffre pour tous les joueurs. Tu sais. Puis là, on peut avoir l'effet, quelqu'un qu'un joueur se déplace d'une ligue à l'autre, c'est quoi la job qu'il va faire. Puis là, fait que ça, c'est quoi qu'on a exploité dans le modèle, les mouvements naturels qui se font d'un joueur entre les lignes, de voir c'est quoi la drop ou la hausse qu'ils prenaient dans leur performance, pour voir un peu calibrer le modèle. Donc ça, c'est des choses qu'on a faites. Ça, c'est un modèle de performance de joueur. Après ça, on a fait un modèle plus expected goal. Donc ça, c'est une métrique qui existe en football qui est pas en hockey. Mais quand un joueur fait un shot, qui fait un tir au but, c'est quoi le expected goal? C'est-à-dire. Okay, ça va être de faire un but à partir de là, en sachant qu'il fait un tir. C'est ça, parce qu'il y a tellement peu de tirs que si on se fie juste au but, les métriques vont être vraiment biaisées. Wow. L'expected goal, il va avoir moins de biais, il va plus tenir compte de l'ensemble des événements que la Ligue a suivis. Puis là, on va pouvoir avoir une probabilité à chacun des bons. Puis là, il va avoir. Donc ça, c'est un modèle qui est assez connu, mais qu'on a fait une autre version de l'expected goal qu'on vend, on a vendu avec les clients. Il a fait ça. Après ça, on a fait un modèle plus de forecast de match. Là, c'est vraiment de dire, OK, c'est quoi le likelihood que cette équipe-là gagne le championship ou pas. Donc, c'est un modèle biaisé avec MCMC, tout genre de trucs. Là. Donc, on est bien différent avec ça. Ça, c'est des belles données. Puis là, on a fait aussi des modèles plus. Vous savez, on avait les événements sur le pitch. On est capable de faire des séries temporelles du mouvement de joueur. Donc, on avait des modèles un peu à la language model, où tu prends un STM et tu essaies de prédire. Ouais, finalement, la séquence, là, ouais. C'est ça. Puis là, avec ça. Une chaîne de Markov, finalement. Exact. Parce que les chaînes de Markov, c'est classiquement ce qui est utilisé en football. Mais, nous, on s'est dit, pas juste nous, les gens commencent à se dire, on pourrait quand même prendre un STM, prendre les choses plus intéressantes. Là. C'est ça, donc on a fait ça. Puis le but, c'était vraiment de d'utiliser le STM après ça pour faire du Monte Carlo pour faire des mathématiques expected goal, puis des champs de trucs comme ça. C'est un peu le building block qu'on voulait prendre pour utiliser dans l'ensemble des autres modèles. Parce que une fois que tu as ce building block-là, tu peux l'inclure pour évaluer la performance des joueurs, pour évaluer faire le forecast des matchs, tu peux faire plein de trucs. Donc, à quel point il est capable d'utiliser bien la balle, genre, mettons, sur le terrain? Ouais, c'est ça. Donc, ce genre de trucs-là. Puis il y avait ça, puis il y avait aussi une des grosses composantes de Football Whisper, c'est la prédiction des transferts entre les joueurs, entre les équipes. Donc là, c'était de monitorer puis de scraper toutes les sites de nouvelles, puis d'aller extraire les entités dans le contenu. Par exemple, je sais pas, Neymar, il a été traqué 1000 fois avec tellement d'équipes. Puis là, c'était de faire un modèle, calculer c'est quoi le likelihood qui monte à cette équipe-là. Donc, ça, c'est le truc qui est core à leur projet présentement, qui s'appelle le Whisper, ou je sais pas trop. Puis, pour chacun des joueurs, il y a un score qui dit c'est quoi les chances qui changent dans l'équipe. C'est ça. Puis ça, c'est un peu notre c'est vraiment cool. C'est un peu un sport en lui-même, là, c'est de traquer les échanges comme ça. Parce que d'un point de vue médial, c'est logique, parce que quand la saison est finie, les autres, ils veulent continuer de parler de football. Ils ont des. Ils continuent à alimenter les gens. Donc, c'est pareil aussi ici. C'est pareil, c'est ça. C'est la même chose. Là. Il y a des whispers tout le long de l'été sur ce qui se passe passer. Quand ça commence, on y va. C'est ça. Fait que, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour regarder les matchs, puis il y a un temps pour parler des qui va bouger du match. Comment l'équipe va être meilleure pour la prochaine saison, ou qu'est-ce que ça prendrait. Exact. Fait que, le but du produit, c'était vraiment ça, de feeder ça. À l'année longue, finalement, c'est intéressant pour les équipes parce que tu peux les solliciter, comme finalement augmenter l'appartenance. Oui, exact. Tout le long de l'année. C'est ça. Donc, non, j'avais ça au but, c'est une belle équipe. Mais c'est ça, là, ça nous mène à la création d'Ectic il y a 2 ans, dans le fond. J'étais encore à Londres quand je faisais ça. J'étais physiquement ici, encore une fois, j'étais travaillé avec une équipe distribuée. Donc, mais là. Mettons, quand tu travaillais distribué, est-ce que c'était souvent chez toi ou tu trouvais un bureau à quelque part? C'était les deux. Des fois, je me trouvais un coworking space pour travailler. Mais, ça, parce qu'à un moment donné, j'imagine que ça doit être. Oui, c'est là un peu dans ton sous-sol. Mais tu sais, travailler dans une équipe distribuée, c'est spécial dans le sens qu'il faut que l'équipe soit bien bâtie pour ça. Puis, typiquement, les équipes qui marchent bien comme ça, ils ont des checkpoints à tous les 2 jours, il y a des vidéoconférences. Tu ne te sens jamais tout seul, tu n'es pas tout seul dans ton bar à faire des trucs. C'est ça, parce qu'à un moment donné, ça peut être, c'est quand même. Mais c'est pas fait pour tout le monde. C'est ça, c'est fun de travailler chez soi, il y a beaucoup d'avantages. Ouais, mais c'est ça, c'est parler à d'autres humains de temps en temps. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de gérer
gérer leur horaire de façon efficace quand ils sont tous sur tout ça. Puis c'est purement, c'est inconscient, t'es moins sollicité par tes peers, t'es moins... c'est une dynamique qui est spéciale, il faut vraiment que... C'est pas vrai pour tout le monde, définitivement. Penses-tu que le doctorat t'a aidé là-dedans? Comment? Penses-tu que le doctorat t'a aidé là-dedans? Oui, sûrement, c'est clair. T'as plus tendance à être autonome, parce que ça dépend de ton équipe. Là. Moi, dans mon équipe, au doc, on était assez de tout seul dans notre bord. On n'avait pas de projet commun d'équipe, on avait chacun notre projet. Là. Donc, ça t'a un peu obligé. Oui, c'est ça. Faut que je fasse quelque chose de bon temps. Parce que j'ai engagé des gens comme data scientists à Londres, puis eux, ils freakaient, ça n'a pas fait, de tout seul de leur bar, ça ne marchait pas. Là. Ils sont partis. C'est vraiment pas fait pour tout le monde. Puis, c'est spécial d'engager quelqu'un remote, tu dis, OK, ben, je t'engage, tu vas aller à tel working space, tel WeWork à Londres, puis. Tu travailles là? Tu travailles là, puis tu me calls. Il y a quelque chose qui là. C'est ça. Mais là, on avait des calls tous les jours, etc. Mais il reste quand même pour lui la période pendant laquelle on n'est pas en ligne. Mais c'est quand t'arrives dans de l'entreprise, il y a comme une fidélité, là, on présente tout le monde. Qu'est-ce que je fais? Là, tu rentres dans WeWork, t'es comme, ben, salut, moi je travaille là, fou ma belle. Ouais. Parsi, c'était pareil. Le onboarding, comme on dit, de personnes remote, c'est particulièrement difficile. Il faut que tu fasses beaucoup d'efforts. Il faut que tu sois présent en ligne avec les autres. Souvent, chez Parsi, ce qu'on faisait beaucoup, c'était des retreats. Là, tous les 6 mois, on faisait une retraite quelque part. C'était aussi nous, on partait, on allait, je sais pas moi, Georges. Juste essayer de renforcer l'équipe physiquement ensemble, pour que quand ils ne sont pas en remote, au moins se parler sur un chat, quelque chose, d'avoir des. Puis on louait une grosse maison Airbnb, puis on faisait un projet pendant une semaine ensemble. Ok, c'est cool. Tu pognes la liste, tu parles aux gens, tu t'apprends mieux les connaître, dans le sang c'est plus fluide. Puis avec Londres, c'est pareil, on faisait des retraites aussi en Europe, une fois 6 mois, par exemple. Donc, mais ça, c'est définitivement pas pour tout le monde. Quel genre de profil, mettons, tu penses que ça prend? Ça prend des gens, je dirais qu'il y a des avantages, parce que tu sais, les gens disent des fois, c'est-tu mieux, c'est pas mieux, ben, c'est pas une question de mieux ou pas, c'est vraiment une question de style. Il y a une affaire que les gens, il faut qu'ils sachent, c'est que tu peux pas avoir une compagnie qui est moitié-moitié, ça marche pas. Il faut que tu dises, OK, nous, on est remote, on est distribué comme GitHub, comme GitHub, je sais pas si ça, mais c'est. Ben, je sais pas si ça l'est encore, mais il y a de longtemps. Ouais, encore été acheté par Microsoft, ça a peut-être changé. C'est ça, mais il y a beaucoup de. Pas beaucoup, mais il y a un certain nombre de startups qui sont complètement distribués. Mais il faut que tu fasses le commitment de complètement distribué. Tu peux pas dire, OK, moi, on a une équipe à New York, là, puis ils se parlent entre eux là, le jour, mais il y en a 6 autres qui sont remote, là, que ils vont se sentir hors de loop assez rapidement. Ça marche pas. Il faut vraiment que le team soit complètement distribué. Puis l'avantage que ça a, c'est que toutes les communications se font en ligne, tout est documenté, tout est. Si tu n'es pas là une journée, tu vas aller dans Slack, puis tu vas monter, puis tu vas avoir la conversation versus un bureau normal. Tu sais pas tout ce qui s'est passé dans tes corridors. Là. C'est ça. Donc, puis normalement, ces compagnies-là sont structurées sont mieux structurées qu'une compagnie en moyenne, parce qu'il faut qu'ils monitorent chacun ce qui est fait, le travail des gens. Puis typiquement, c'est des compagnies qui vont focusser sur la productivité des gens. C'est parce qu'ils sont pas là tous les jours à regarder ce qui est là dans le bureau à faire son travail, ils s'en foutent. Tant qu'ils ship ce qu'il y a à faire. Fait qu'ils ont des métriques, ils vont faire en sorte qu'ils vont avoir des performance reviews, des métriques pour voir si tu fais ta job, tout simplement. Si tu travailles pour vrai, c'est ton 40 heures finalement. Puis tu sais, l'avantage, qu'il y en a, c'est que toi, tu peux travailler, puis typiquement, tu es moins déconcentré, tu peux focuser sur ton problème de façon beaucoup plus intense. Tu es tout seul dans ton coworking space ou dans ton sous-sol à focuser sur ton truc, puis une fois ou 2 jours, tu vas avoir une vidéoconférence pour parler de ce que tu as fait, mais ça va être un moment bien défini dans l'horaire. Ça ne va pas quelqu'un qui va te déranger à toutes les 45 minutes pour te poser une question, ça va être vraiment spécifique. Là. Donc, les gens qui travaillent bien dans un contexte comme ça ont tendance à aimer ça. Les gens qui aiment ça se concentrer sur un problème pendant quasiment 2 jours en ligne, puis après ça, sortir de la bulle et en parler. Typiquement, ils aiment ça. Mais les gens qui aiment ça, il y a des gens qui réfléchissent en parlant, c'est correct. Là. Ces gens-là ont tendance à être un peu malheureux même parce qu'ils ne peuvent pas échanger, ils peuvent pas. Sinon, ils parlent de son chat. Ils ne peuvent pas échanger des idées. Là. J'avais un data scientist à Londres qui était comme ça, puis à toutes les 45 minutes ou 2-3 fois par jour, on avait un call, on échangeait. Donc, on prend l'habitude de ces vite. OK. Il avait trouvé un peu sur sa zone finalement, parce qu'il arrivait à chercher un petit peu son humain, si on veut. Mais ouais, c'est ça, me disait, OK, j'aimerais ça chatter de ça avec toi, juste bon petit.
C'est ma idée. Fait que là, on chattait pendant 40 minutes, puis après ça, c'était fini. Fait que, il y a moyen de faire fonctionner ça, je pense. Mais c'est pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde. Mais, donc, c'est ça. Ouais, puis après ça. C'est ça, fait que là, j'étais à Londres pendant 2 ans. Puis après ça, il y a 2 ans, on voyait qu'il y avait une grosse demande. En fait, c'était bien avant ça, mais tout ce qui était déployé, évidemment, il y avait. Oui, c'est pas mal de c'était en 2016, ça a explosé. À peu près, 2017. Ouais. Pas mal de... Puis là, moi, j'ai toujours eu des demandes pour des projets spécifiques. Tu veux-tu nous aider à faire ça en consultation? Puis j'en faisais un peu, mais tu sais, quand tu travailles pour une start-up, tu peux pas tant faire la consultation vraiment. Fait que j'en faisais un peu pour aider, mais c'était pas vraiment réaliste de faire ça. Mais j'aimais ça. J'aimais le concept de travailler sur un projet spécifique, puis après de passer à d'autres choses. Puis là, il y a 2 ans, en janvier, ça fait 2 ans, là, on est plus 1 an et demi. Il y a un projet en particulier que les gens m'ont demandé des avis pour ça, qui est un projet plus autour du médical avec le deep learning. Puis c'était vraiment un beau projet, j'avais voulu le faire. Que j'ai dit, regarde, je vais juste en profiter pour demander ma compagnie. C'est une belle opportunité. C'est là que ça se passe. Tu pars déjà avec un contrat, c'est intéressant. C'est une belle opportunité. Puis c'était un beau projet. Et j'ai dit, faisons ça. Et j'ai créé TKI avec Albert. Albert, c'est celui qui est chez. Mirego, ouais, qui est le fondateur de Mirego, en fond. Parce qu'à la fin, moi, j'avais déjà décidé de créer le titre. J'étais parti dans mes trucs. Puis, tu sais, Albert, c'est comme je suis toujours resté en contact avec lui. Il a énormément d'expérience dans l'entreprise, puis ce genre de trucs-là. Donc, je l'ai contacté juste pour avoir des conseils, là, comme ça. Puis il m'a dit, regarde, moi j'aimerais ça, m'impliquer là-dedans, mais tu sais, c'était pas dans le DNA de Mirego présentement de faire ça. On pourrait créer la compagnie ensemble. C'est comme ça que ça a démarré. C'est cool, ça. Donc là, en janvier, ça va faire 2 ans. Fait que c'est pas ça qu'on fait, pour un long story short. C'est une compagnie de service qui faisons du AI, deep learning, machine learning, même data science pour les compagnies. Qui n'ont pas nécessairement les ressources internes pour le faire ou le goût de développer les ressources internes immédiatement pour ça. Par exemple. La consultation style on te fait le produit? Exact. OK. On n'est pas de blabla. On ship un produit. On ship de quoi, ouais. Okay. C'est vraiment focusé là-dessus. Donc, typiquement, on essaie de briser le processus en 4 grandes étapes. Souvent, la personne, le client va avoir une intuition qui peut utiliser machine learning ou deep learning dans son produit, dans son organisation. Donc, nous, on va essayer de cibler spécifiquement qu'est-ce qu'on peut faire, puis vraiment concrètement, c'est comme ça qu'on pourrait exploiter le deep learning ou machine learning pour votre produit. Puis on va setter une métrique au départ pour avancer. On va regarder le dataset, on va définir le produit. Puis après ça, on va rentrer dans la phase plus que j'appelle cargo. On travaille sur le problème comme tel, on essaie des trucs, on lit des papers, on implémente des modèles. Puis après ça, il y a la phase plus caractérisation. Comment le modèle va se comporter out of sample une fois qu'il va être déployé dans le monde réel. Puis ça, on a quand même pas mal d'efforts là-dedans à caractériser vraiment bien comment il va se produire avec des métriques précises. OK, ça finalement, c'est capable de mettre en production. Ouais, c'est ça, la mise en production. Ça, c'est avant la mise en production. C'est vraiment de caractériser le modèle avec les données. Vraiment validation de test classique, là, mais de façon. Parce que des fois, ça a l'air banal, mais c'est une étape qui est pas évidente à faire. C'est pas clair des fois qu'est-ce qui est out of sample et qu'est-ce qui l'est pas. Par exemple, un cas typique qu'on avait une fois, c'était une compagnie qui faisait des détecteurs d'arythmie cardiaque. Donc, on a développé un modèle pour eux pour détecter les arythmies cardiaques. Puis on a rendu compte que le modèle performait par exemple à 99%. Genre, intéressant. C'est quand même beaucoup, 99%. C'est ça, actuellement, il y a un petit warning sign, on fait pas la côté. C'est ça, fait que là, pour se doucher un petit peu, évidemment, on avait fait notre cross-validation, random split, etc. Jusqu'à là qu'on se rend compte que dans le fond, dans le dataset, il y avait par exemple un nombre fini de patients, mais il y avait plusieurs records pour un même patient. Donc au final, on faisait la cross-validation, mais c'était pas la vraie cross-validation parce que c'est souvent le même patient. C'est ça. Donc tu sais, ça a l'air banal vu après after the fact comme ça, mais des fois, c'est pas clair qu'est-ce qui est hors sample, qu'est-ce qui est l'époque. Donc des fois, les clients, c'est pas lui-même comment valider son modèle. Il n'y a pas de métrique, c'est quoi qui il n'est pas conscient non plus de c'est quoi, genre faire du bon sampling de data. C'est ça. Fait que là, il faut faire un peu d'éducation, puis il faut voir avec lui. Puis, souvent, on est dans une drôle de situation où il faut définir notre métrique de performance pour le projet qu'on va faire pour eux. Les gens n'ont pas encore ils ne sont pas encore assez à l'aise avec le machine learning pour dire, OK, nous, on va engager une compagnie.
si moi j'engage une personne qui fait une maison, je vais dire, regarde, tu vas faire une maison, elle va avoir tant d'étages, elle va avoir tant de superficie. C'est ça que je vais regarder. Puis si tu me chips ça, je vais être content. Dans la machine learning, c'est pas ça. Les gens t'approchent, il y a un problème. Puis ils sont même pas en mesure de donner la métrique sur laquelle ils vont t'évaluer. Donc, il faut que tu les assistes là-dedans. Tu les dis, regarde, c'est ça que tu devrais. Je veux quelque chose. C'est ça que tu devrais expecter de nous. On va faire un modèle, puis il faudrait que cette métrique-là, il faudrait qu'elle soit meilleure que le baseline model qu'on va définir au départ. Par exemple, un modèle basic que vous avez déjà ou une méthode heuristique. Elle a déjà un accuracy de 82%. Ben, notre modèle devrait mieux se comporter que ça. On vous conseille de nous mesurer avec cette métrique-là. Ils vont dire, OK, fine, ça a de l'allure. Donc, on va avancer comme ça. Ça peut aussi prendre par la main le client. Ouais, l'emmener à comprendre qu'est-ce que vous faites aussi, puis qu'il y ait moins d'incompréhension des deux côtés. Ben, surtout de son côté aussi, sur qu'est-ce que vous faites. C'est ça. Puis souvent, la plupart du temps, là, je dirais à 90%, c'est des gens qui veulent faire, qui nous approchent pour qu'on démarre l'effort de machine learning dans leur compagnie, mais c'est pas. Ils veulent, comme on dit en anglais, owner à long terme. Ils veulent le faire eux-mêmes. Okay. Donc, ça sous-entend comme une partie de transfert de connaissances et d'éducation. Okay. Et souvent, on va faire une première partie où on va développer les modèles, on va essayer de tout packager ça, mais après ça, il va falloir avoir une personne en interne qui va, un point de contact avec lequel on va pouvoir transférer ça, puis un peu le training là-dessus, nous montrer comment ça marche. C'est quoi les écueils, c'est quoi le process, merci de documenter le plus possible tous les problèmes qu'on a eu pour pas qu'il y ait à répéter ça dans le futur. Okay. Fait que c'est pas une partie qui est nécessairement la plus sexy, comme on dit, là, mais c'est super important. Les clients, c'est principalement ça qui est leur condition principale. Parce que juste avec en train d'avoir à nous donner ça sous-traitance pendant ça va en tout cas, à comprendre, en plus, je pense pas non plus de faire ça, de faire ça pendant non, c'est ça. Nous, on veut faire un projet intéressant, l'amener à bien, puis passer à l'autre. Puis d'être capable de finalement planter des graines que d'autres puissent continuer à faire leurs affaires. C'est sûr que les projets peuvent être assez longs. Des fois, on a des projets, par exemple, ça fait. On essaie de casser le projet en plusieurs phases, mais toutes les phases ensemble, des fois, ça peut prendre un an, même deux. Okay. Parce que des fois, on ne veut pas rusher les choses trop non plus. On veut prendre le temps de faire un modèle, leur donner ça, laisser ça de leur bord. OK, telle chose marche plus ou moins bien. On fait une phase où on essaie de modifier la façon que ça marche. Et la dernière phase, vraiment la dernière étape que tantôt j'ai skippé, c'est vraiment la mise en production. C'est quoi qu'on essaie de. On essaie de mettre plus d'emphase là-dessus parce qu'on se rend compte que c'est un gros problème. C'est vraiment là que ça choque la plupart du temps. Souvent, les compagnies vont avoir une team d'ingénieurs qui vont dire OK, ben, on fait du machine learning. Ils vont engager des gens de data scientist machine learning. Ils vont développer leur affaire. Puis là, la mise en production, le gap entre les deux, ça, c'est extrêmement difficile. C'est quoi qui va souvent choquer. Comment intégrer les deux ensemble. Mais c'est top moi, personnellement, c'est un condition que j'ai aussi. Là, des fois, je fais du code, puis je me dis comment je comprends pas. Là. Puis c'est tellement abstrait que j'essaie d'aller chercher cette information-là, mais je sais pas où la chercher. Ouais. C'est quelque chose qui, je pense, qui est courant. La valeur, parce que là, les gens n'ont pas parlé de demande réelle, puis tout ça. Puis là, je dirais que la demande, puis ce qui est vraiment rare sur le marché, c'est ça. C'est la mise en production. Les gens qui sont capables de faire les deux. De développer des techniques de machine learning puis de les mettre en production, concrètement. Puis ça sous-entend des choses, des fois. C'est le fun que ce soit la même personne qui le fasse, parce que la plupart des modèles de machine learning ont des grosses limitations, évidemment. Mais quand tu la mets toi-même en production, tu vas pouvoir faire ça avec élégance. Avoir des fallbacks à faire. Tu sais, comment gérer les causes que ça ne marchera pas bien. Parce que ça, c'est des cas qui est délicat aussi. Il y a un meilleur exemple pour ça, c'est, je ne sais pas si tu connais John Carmack qui fait des engins 3D de jeux vidéo. C'est lui qui a créé l'engin 3D de Quake et de Doom, ce genre de jeux. Okay. Et si tu regardes les engins 3D de cette époque-là, c'est des engins 3D extrêmement limités. Tu regardes le lighting, le shading, c'est vraiment limité. Mais quand tu regardes les jeux qu'eux ont développés avec ça, ça marche bien parce qu'ils sont au courant des limitations de leur engin qu'ils ont développé. Ils savent que c'est pas parfait, c'est pas une simulation réelle du monde. Donc, ils vont faire en sorte que le jeu mette en valeur les points forts de leur engin, mais qu'ils cachent un peu les points plus faibles. Ça a même affaire avec la machine learning présentement. Les gens s'imaginent que c'est magique, là, mais c'est pas magique. Là. Ça fait des affaires, puis quand ça marche pas, puis ça fait lamentablement. Fait qu'il faut vraiment gérer ça de façon. L'idéal, c'est quand on peut mettre un modèle en production, puis que quand il va faire, ça va de façon complètement transparente. Ça paraîtra pas l'usager, ça va juste affecter peut-être la productivité du produit, l'efficacité, la vitesse, mais pas
Pas l'utilisateur. Pas le brand, pas l'utilisateur directement. Puis, ça, c'est de quoi qui demande. Ça demande d'être impliqué dans les deux. Dans le développement du modèle et aussi dans la mise en production. Parce que si tu donnes ton modèle qui a des limitations, tu donnes à un équipe d'ingénieur, puis tu vas dire, OK, ouais, mais ça marche pas bien, il faudrait pas que vous fassiez ça. Il va dire, ben là, il y a du quoi d'autre, là. Il faut savoir. Puis ils vont dire, ben là, fixe-les, reparler. Là, tu vas dire, ben. Fait que tu sais, c'est vraiment délicat, il faut vraiment. C'est un art quasiment, de mettre ça en production de façon élégante. Fait que, tu sais, puis. Les use cases qui marchent en lien en machine learning, par exemple le cas classique d'optimiser une pub dans un ad network, ben, c'est un cas qui est parfait pour le machine learning parce que tu vas déployer ta publicité, elle va avoir une certaine performance, puis quand tu vas mettre ton modèle de machine learning en arrière, elle va avoir une meilleure performance. Il n'y a pas de problème. Si le modèle fait une mauvaise prédiction, ça va juste affecter la performance de ta pub, ça va juste un peu moins bon. C'est capable de te rajouter aussi rapidement, mais tu sais, j'avais eu quelqu'un de Darwin aussi qui m'avait parlé justement qu'il avait mis c'était pour détecter s'il allait avoir un glissement de terrain dans une ville. Fait que là, tu te dis, moi, je perds là, il y a tout le monde qui meurt. Puis il y avait deux modèles. Il y en a un qui était une meilleure précision, mais le temps de calcul était vraiment plus long. Puis l'autre qui était une bonne précision, le temps de calcul était assez rapide. Puis les agents étaient capables de finalement réagir rapidement. Puis il y avait une zone grise qui avait dit, écoute, on pense pas mal que de quoi, finalement, la zone où il manquait la précision, disait, tu devrais faire quelque chose. Puis comme de fait, un moment donné, il y a une alarme qui a été lancée, mais pas un an après qu'il l'ait mis en production. Puis les acteurs ont lu finalement, qu'est-ce qui se passe, ils ont évacué la ville, puis pas longtemps après, ça a tout tombé. Donc là, tu dis, OK, j'ai fait le bon choix, mais tu sais pas c'est quoi le bon choix à ce moment-là. C'est difficile de savoir quoi choisir, là. Souvent, on a eu un problème de même, justement, parce qu'on avait un modèle pour détecter des défectueux dans des défectuosités dans des structures de métal, avec des inspections, ce qu'on appelle non-destructive testing. Genre, mettons, inspection visuelle, des choses comme ça. Oui, en fait, c'est plus ce qu'il y avait, c'était plus un phase array detector qui était un peu un écho, un peu comme un écho on fait pour les bébés, mais avec une meilleure résolution. C'était avec plusieurs détecteurs en face. Ça va construire le volume de l'inspection. Puis le but de ça, c'est de détecter les défects de structure. Y a-t-il une bulle, y a-t-il une fissure, des trucs comme ça. Puis évidemment, c'est super critique. Là. Les gens qui font l'inspection, des choses comme ça. Les ponts, les structures. Puis ce qu'on a fait pour eux, c'est vraiment un modèle où le recall est vraiment élevé. La précision est peut-être moins bonne, mais il est qualifié. Tu veux un gros recall pour tous les poignées. Fait que là, ça demande vraiment de parler avec eux autres. C'est quoi vous voulez? Là. Ils nous disent, regarde, nous, il faut pas laisser passer. C'est pas compliqué. On veut que le modèle moi, ce que j'aime dire, c'est que la machine learning, quand il est bien développé, il va empowerer le user, il va le rendre plus efficace. Et lui, c'est vraiment ça qu'il va le faire, c'est de dire, OK, regarde, le modèle, il va nous enlever tout ce qui est évidemment pas correct, il va nous faire une présélection de tout ce qui est probablement. Ça, plutôt que pour l'interprétation, ça se faisait déjà même. C'est ça. C'est juste c'est appareil. Là, on est dans une situation où on a déployé le modèle de façon smart, dans le sens qu'il va juste améliorer l'efficacité du user versus le remplacer, puis ça filme, puis il y a des problèmes. Fait non, c'est ça, fait que de déployer, puis toute cette zone-là, c'est vraiment. Ça, c'est dur à. Ça se lit pas nulle part. C'est vraiment l'expérience. Il n'y a pas un livre. Oh, I did that. Ouais, c'est vraiment difficile de. Fait que ça, je compte que la valeur quand même. Ça, c'est une grosse composante qu'on fait. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous pensez faire dans les prochaines années, travailler un peu là-dessus, puis réfléchir du moins à cette problématique-là, puis essayer de trouver des solutions. Nous, on n'est pas spécialisé, on fait de la vision. On fait du NLP un peu comme on a besoin, on fait du time series, on fait touche à tout. Présentement, on fait plus d'analyse de graphes avec des planning. Donc, tu sais, on utilise plein de tech, ça dépend des projets. Mais c'est ça. Puis, effectivement, c'est pas mal ça notre vision. Moi, en fait, ma vision pour Actica, c'était vraiment de faire une team intéressante pour les projets de la raison. C'était vraiment ça. Okay. Ça sous-entend d'avoir un certain bassin de gens intéressants pour l'expertise variée aussi. Oui, puis faire des projets intéressants. Parce que je suis selon ça, quand même, je peux faire. Oui, effectivement. C'est vraiment ça le but de la compagnie. La vision, c'est ça. Puis évidemment, la vision, c'est vraiment d'aider les compagnies à déployer des machines learning dans leur compagnie. Ça, c'est notre vision comme plus à l'externe, mais notre vision numéro 2 pour la compagnie, c'est vraiment de faire une team intéressante pour des projets intéressants. Puis qu'on ait du fun à travailler. C'est ça, c'est vraiment critique. Fait que c'est vraiment ça notre objectif. C'est sûr qu'on a aussi des objectifs plus secondaires, de développer des outils à l'interne qu'on va peut-être mettre en. Comme des frameworks, ou des trucs qu'on peut revendre, ou mettre en licence, ou un peu, comme on dit, productizing certaines expériences qu'on a faites pour pas avoir à refaire toujours la même affaire. Ouais, un peu comme Neuraxis, peut-être que tu connais.
Ouais, ils ont fait un truc. C'est un framework de time series. Ouais. Il y a Poutine aussi, là, qui finalement nous autres qui se configure qui Ouais. pour expérimenter, genre faire un expériment, puis tu fais tout dedans, puis finalement, dans le 40 minutes de code, t'en as 3-4, puis il y a une couple d'affaires qui est abstraite. C'est ça. Parce que nous, il y a une grosse. On fait un peu de tout. Fait que c'est sûr que quand on approche un domaine, on a tendance à lire là-dessus, puis se documenter, puis il y a une grosse learning curve, tu sais, pour gérer le maximum d'affaires. Fait que c'est le fun de pouvoir dire, OK, ben là, ça, on le contrôle, on va essayer de le packager pour pouvoir le réutiliser plus tard. Et ça, c'est quoi qu'on essaie de faire aussi, par exemple. Tu fais beaucoup de temps pour travailler? Oui, Python, TensorFlow, PyTorch, les deux. Dépendant des humeurs. Ouais. Ben, ça dépend des projets. Comme là, on fait un projet qui est plus Graph Conversion Network, qui est plus analyse de graphes avec des plugins. Puis ça s'avère que tous les frameworks TensorFlow, par exemple, qui est meilleur. sont en Torch. C'est en Torch, ça? Ben, tout ce qui est PyTorch Geometric, DGL, toutes les. Typiquement, l'analyse de graphes, là, je parle pas du graph computing. Ok. Vraiment, par exemple, si dans ce qu'on fait, par exemple, on a du contenu, on a des users qui interagissent sur le contenu, puis ce qu'on veut, c'est faire de la segmentation des users. Donc, ce qu'on a au final, c'est un gros graphe de users et d'items qui sont connectés ensemble. Puis, il y a des modèles comme GraphSage, puis des GCM, puis des trucs comme ça. Être capable de faire des recommandations entre les users, mettons, ou des liens ensemble. Okay. C'est ça. Puis, donc, tous les modèles, presque, je dirais même 100% des papers, leur code est en Torch. C'est ça que c'est en Torch. Ouais, c'est vrai, c'est travailler en Torch. Git clone, puis on apprend en Torch. On commence ça, c'est ça. Mais ça marche vraiment bien. C'est un bel outil, on a bien ça, so far. Ouais, non, Torch fait quand même bien, c'est juste des fois, plus tu as des couches, des fois c'est faire monter des erreurs qui est difficile, puis ils ont beaucoup de versions, ils ont essayé de changer des choses, fait que des fois la doc est un petit peu pas très agréable à lire, Torch surtout. Là. Mais comme moi, TensorFlow 2.0, j'ai beaucoup d'espoir avec ça. Ouais, ils ont vraiment fait un gros changement, là, un gros changement de cap, là, ce que j'ai compris. Là. Ouais. J'ai jamais essayé TensorFlow, mais je regarde ça de loin, puis juste mon lab est tout en PyTorch, fait qu'on est tout là-dessus. Mais un des grosses limitations historiques de TensorFlow, c'est qu'il n'y avait pas de Eager Mode. Donc en Torch, le Eager Mode. Les gens en Torch, ils ne savent pas c'est quoi parce que c'est de facto. Là. Puis le fait que je peux prendre mes données, les envoyer dans mon modèle pour regarder de quoi ils ont l'air à la fin. Il n'y a pas ça, hein? Tu peux pas faire ça en TensorFlow parce qu'en TensorFlow, ton fixe, ton graphe, ton compilation graph, il est fixe. Tu le builds au complet, tu l'envoies dans ton GPU, tu prends tes données, puis là, tu les passes dans ton modèle. Puis là, tu vas pouvoir voir l'output, mais tu ne peux pas interagir avec chacune des pièces, le débat Ok, je comprends. Puis sans Torch, c'est quoi qui est naturel, que les gens ne saisissent pas, mais en TensorFlow, tu peux pas faire ça. Ouais, tu peux arriver dans ta forward parse puis commencer à regarder qu'est-ce qui se passe, je comprends. C'est ça, tu peux juste passer les données, regarder à la fin de ce qui est sorti, puis débugger ça, c'est extrêmement pénible. Ouais, je comprends, ok. Mais TensorFlow 2 va avoir un Eager Mode, puis ça va être le. Yes, ok. Par défaut, il va être en mode Eager. Ok. Parce que aller chercher le gradient dans un compilation graph fixe, c'est plus facile. Là. Oui. Donc, historiquement, tout ça qui ont fait comme ça. Mais avec Torch, on a la notion de Region Tape qui est vraiment populaire à ce stade, parce que tu peux builder ton graphe dynamiquement dans ton notebook, tu fais des opérations, puis à la fin, lui, il va dire OK, ben, faut que j'aille le gradient à telle place, il va aller en arrière. Il va backtracker, comme on dit, pour aller chercher le gradient. Donc, c'est la façon moderne de faire les choses. Puis Et est en train de développer ça. TensorFlow s'en va dans ça aussi. Fait que les deux ont l'air de converger pas mal à la même place, honnêtement. Puis tu sais, quand tu regardes l'API iLevel qui sont en train de mettre dans TensorFlow, qui est vraiment, au final, l'API de Keras, ben là, il y a une nouvelle API plus Object-Based qui ressemble vraiment à PyTorch. Fait que les deux s'en vont pas mal. Pas mal dans la même direction, c'est plus avant parce que c'était. Ouais, avant c'était vraiment orthogonal, c'était vraiment difficile de l'un ou l'autre. Mais là, fait que tu sais. J'imagine manier juste d'avoir un merge, on a faire la même qui va se passer. Ou ils vont. Au final, tu vas faire déployer ton modèle de façon transparente. C'est ça, ouais. Je sais qu'il y a Armix, quelque chose comme ça, là, finalement, qui permet de jamais essayer, là, mais c'est censé être un espèce de fichier que tu es capable de transférer. Il faut chercher agnostique pour être capable de pitcher entre les deux. Ouais. Fait que. Puis tu sais, même le code comme tel, je pense que ça va sortir un peu comme mal. Puis tu sais, puis les autres frameworks, je sais pas si ça va marcher, mais le Nextnet, ce genre de trucs-là. Mais... Je connais pas vraiment le pour l'instant. Chainer, ce genre de trucs plus exotiques-là. Chainer qui est l'ancêtre de Torch au final. Je connais pas assez dans le développement. Tu nommes des noms que j'ai déjà entendu, mais j'ai jamais travaillé avec ça. Il y a des gens qui sont vraiment curieux qui en ont cherché plein. C'est ça. Mais tu sais, au final, je pense que. Puis il y en a fait dans les forums, les gens se demandent qu'est-ce que je devrais apprendre pour faire du machine learning. Ils disent. Moi, je dis TensorFlow ou Torch, un des deux. Le reste, c'est plus, c'est exotique. C'est ça. Au final, ça fait pas mal de affaire.
Ben, merci beaucoup. Y a-t-il dernière chose que tu voudrais dire? Dernière chose intéressante? Non? Ouais, c'est pas mal. Ton livre préféré, mettons, sinon? Mon livre préféré. En machine learning? Ouais, machine learning, puis en d'autres choses, si tu veux aussi. Ben, le livre de machine learning de Goodfellow, puis c'est un classique, là. Ouais. J'aime bien. J'ai pas la prétention de comprendre tout ce qu'il y a dedans, mais j'aime l'avoir. Mais ça, celui, c'est The Deep Learning Book, je pense. C'est ça, hein, ou Deep Learning? Ouais, je me rappelle. Comme ça, là, la fin de même, ouais. Il y a aussi. Il y a ça fallait quand même aussi. Oui, il y a des bouts, là, c'est assez aride. C'est ça, t'es quand même. Je sais même pas c'est quoi le conducteur de ce chapitre-là, mais qu'est-ce que je lis, là? Il y a un autre livre qui est classique, je pense que c'est Statistical Foundation of Learning, quelque chose comme ça. Je me rappelle. Je vais rajouter dans la description, on en parlera après. Ça, c'est un classique. Qui parle des grands principes de la régularisation. OK. Toutes les grandes. Des choses quand même importantes aussi là, à prendre en considération. Okay. Ouais. Donc, c'est un livre que j'ai mis. Mais sinon, ouais, ça. Ouais, parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.